Le tribunal était en effervescence ce matin-là. Une atmosphère solennelle régnait dans la grande salle d'audience, où chaque détail rappelait la lourdeur de la justice. Les murs de bois verni, ornés d'anciennes gravures de juristes célèbres, donnaient un air d'intemporalité au lieu. Les imposants lustres suspendus au plafond projetaient une lumière tamisée sur les longues rangées de bancs en chêne foncé, où s'alignaient avocats, justiciables et simples curieux. Le brouhaha feutré des discussions d'avocats en robe noire animait l'espace, ponctué par le bruit sec des talons claquants sur le marbre et le cliquetis rapide des touches des ordinateurs des greffiers. Des dossiers s'échangeaient, des murmures pressés s'élevaient, et les journalistes, toujours à l'affût du moindre scandale judiciaire, chuchotaient en jetant des regards furtifs vers les protagonistes de l'affaire du jour. Dans un coin, un homme en costume bleu nuit lisait un document, l'air grave. Un autre, vêtu d'une robe de magistrat, passait nerveusement en revue ses notes, ajustant par moments ses lunettes sur l'arête de son nez. Les avocats s'installaient lentement, certains affichant une assurance calculée, d'autres feignant l'indifférence, attendant que l'audience débute. Puis, la porte principale s'ouvrit brusquement. Le juge Antoine Morel fit son entrée. Son pas était ferme, mesuré, empreint d'une autorité indiscutable. Grand, massif, la cinquantaine bien entamée, il portait sa robe de magistrat avec une fierté qui frôlait l'arrogance. Son visage anguleux, barré de rides profondes, trahissait un homme habitué à imposer son pouvoir sans contestation. Il balaya la salle d'un regard sévère, son œil acéré semblant jauger la moindre présence. Morel n'était pas seulement connu pour sa rigueur implacable. Il l'était aussi pour son intransigeance envers les jeunes avocats, en particulier ceux qui, selon lui, n'avaient pas l'étoffe requise pour exercer le droit. Aux yeux de ce magistrat, la justice devait rester un monde de tradition, réservé aux héritiers du savoir juridique, et non à ces nouvelles générations qu'il considérait comme trop idéalistes, trop arrogantes à vouloir bousculer un ordre établi depuis des siècles. Il prit place derrière son imposant bureau en bois massif, ajusta ses lunettes et consulta brièvement son agenda. D'un geste machinal, il tapota ses doigts contre l'accoudoir de son siège, prêt à entamer l'audience. C'est alors qu'une jeune femme noire entra dans la salle. Le contraste était frappant. Elle était petite, élancée, son visage encadré par des cheveux lisses soigneusement tirés en arrière. Son tailleur sobre, d'un noir impeccable, soulignait une élégance discrète, sans fioriture. Elle tenait un dossier contre elle avec une aisance qui ne laissait rien transparaître de son éventuel stress. Mais ce qui frappa le plus, ce fut son regard. Droit, froid, maîtrisé. Elle ne laissait filtrer aucune hésitation, aucun doute. Pourtant, à peine eut-elle franchi le seuil que des murmures parcoururent la salle. « Elle est avocate ? Sérieusement ?» glissa un homme en costume gris à son voisin. « Une stagiaire, peut-être. »« C'est une blague » répondit l'autre, un sourire moqueur aux lèvres. D'autres visages se tournèrent vers elle, certains curieux, d'autres franchement sceptiques. L'un des greffiers, un jeune homme aux lunettes rondes, la fixa un instant avant de détourner le regard, mal à l'aise. Le juge Morel fronça les sourcils en l'observant. Quelque chose en lui tiqua immédiatement. Trop jeune, trop sereine, trop sûre d'elle. Il la fixa un instant, cherchant à comprendre qui elle était et ce qu'elle faisait ici. Puis, dans un sourire sarcastique, il lâcha d'une voix tranchante. « Mademoiselle, vous êtes perdue ? Ce tribunal n'est pas un lycée, vous savez. » Un éclat de rire discret traversa la salle. Quelques avocats échangèrent des regards complices. L'un des journalistes nota la réplique du juge sur son carnet, anticipant déjà le ton de son article. Mais la jeune femme ne réagit pas immédiatement. Elle s'arrêta, ajusta la lanière de son sac sur son épaule, et observa le juge un instant. Son regard ne scia pas. Elle posa lentement son sac sur la table devant elle, l'ouvrit avec précision, en sortit un dossier épais, puis releva la tête. Sa voix, lorsqu'elle s'éleva, était calme. Mais il y avait une autorité sous-jacente, une fermeté qui força aussitôt le silence. « Je ne suis pas perdue, monsieur le juge. Je suis maître Aïssata Diallo, avocate de la défense. » Un silence instantané s'abattit sur la salle. Le sourire du juge se figea. Les murmures cessèrent. Les journalistes relevèrent la tête. Un avocat, appuyé nonchalamment contre le banc des avocats de la partie adverse, haussa un sourcil. Même le procureur, un homme dans la cinquantaine aux cheveux grisonnants, observait la scène avec un intérêt renouvelé.
Lui aussi avait cru qu'elle était une simple étudiante venue assister à l'audience. Morel cligna des yeux. « Vous êtes l'avocate de la défense ?» « En effet, » répondit-elle sans ciller. « Je représente mon client, monsieur Laurent Fabre, accusé de fraude fiscale. » Le juge ouvrit légèrement la bouche avant de se reprendre, ajustant ses lunettes dans un geste nerveux. Il avait voulu l'humilier d'entrée de jeu. Il s'était attendu à ce qu'elle bafouille, à ce qu'elle perde ses moyens sous le poids du tribunal, du regard du public, de son autorité. Mais elle n'avait pas scié. Un premier frisson d'agacement s'immisça dans son esprit. Il reprit son ton neutre, mais cette fois, il ne riait plus. « Très bien », lâcha-t-il, tentant de masquer son malaise. « Commençons. » Dès qu'Aïssata ouvrit la bouche pour exposer la défense de son client, l'ambiance dans la salle changea radicalement. Légèrement inclinée vers l'avant, le regard assuré, elle imposait une présence captivante. Son ton était clair, maîtrisé, et chaque mot résonnait avec une autorité incontestable. Elle parlait avec une éloquence et une précision déconcertantes, citant des articles de loi avec une aisance naturelle, anticipant chaque objection du procureur et réfutant chaque accusation avec une rigueur implacable. Chaque phrase était construite avec une logique imparable, chaque argument venait renforcer l'édifice de sa démonstration. Les mots semblaient peser, affûtés comme des lames, découpant un à un les fondements de l'accusation. Le procureur, un homme d'une 50aine d'années, habitué aux joutes verbales et aux procès retentissants, fronça les sourcils. Il tenta de masquer son trouble en feuilletant nerveusement son dossier, mais il était évident qu'il venait de comprendre qu'il avait en face de lui une adversaire redoutable. Le juge Morel, d'abord sceptique, tenta de l'interrompre plusieurs fois. Il se redressa légèrement, cherchant à reprendre le contrôle. « Maître Diallo, votre raisonnement est audacieux, mais vous oubliez une chose. » Aïssata ne se laissa pas démonter. Sans perdre une seconde, elle pivota légèrement vers lui et planta son regard dans le sien. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le juge, je n'oublie rien, » répliqua-t-elle calmement, mais avec une fermeté tranchante. Selon l'article 132 à 59 du Code pénal, la fraude fiscale présumée doit être prouvée par des éléments tangibles et non sur de simples présomptions. Elle fit une brève pause, balayant la salle du regard avant d'ajouter, plus lentement, comme pour souligner l'évidence. En l'occurrence, l'accusation ne dispose d'aucune preuve matérielle reliant directement mon client à ces transactions illicites. Un silence es habitat sur la salle. Puis, presque instantanément, des murmures admiratifs se propagèrent parmi les avocats présents. Certains hochèrent la tête, impressionnés par la maîtrise dont elle faisait preuve. D'autres prenaient discrètement des notes, comme si une nouvelle leçon venait de leur être offerte. Le procureur s'éclaircit la gorge, tentant maladroitement de reprendre contenance. Mais il était trop tard. L'équilibre des forces avait basculé, et tout le monde le sentait. Le juge Morel, lui, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il comprenait qu'il avait commis une erreur monumentale en sous-estimant cette jeune femme. Jusqu'à ce matin encore, il la voyait comme une simple avocate parmi tant d'autres, peut-être même une débutante ambitieuse, mais rien de plus. À présent, il réalisait que face à lui se tenait une juriste d'exception, une femme qui dominait l'instant et qui, par la seule puissance de son verbe, avait renversé le cours du procès. À la fin de l'audience, alors qu'elle rangeait ses affaires avec la même précision méthodique qu'elle avait employée dans sa plaidoirie, un journaliste s'approcha d'elle. Il avait assisté à toute la scène, et son regard brillait d'un mélange d'admiration et de curiosité. « Maître Diallo, comment avez-vous réussi à devenir avocate si jeune ?» Aïssata lui adressa un léger sourire, empreint d'une fierté discrète. « Mon père était ouvrier, ma mère infirmière. Ils m'ont toujours appris que je devais travailler 2 fois plus dur pour obtenir le respect des autres. J'ai sauté plusieurs classes et intégré la faculté de droit à 16 ans. J'ai obtenu mon diplôme avec mention à 21 ans, et aujourd'hui, je suis ici. » Le journaliste griffonna frénétiquement ses notes, conscient qu'il tenait là une histoire inspirante, une trajectoire qui brisait les barrières et défiait les attentes. Dans un coin de la salle, le juge Morel l'observait, le regard perdu. Lui, qui s'était cru supérieur, venait de recevoir une leçon d'humilité qu'il n'oublierait jamais. Ce jour-là, il comprit une chose essentielle. Il ne fallait jamais juger quelqu'un sur son apparence, sur son âge, ni sur ses origines. Parce qu'au tribunal, seul le talent, la rigueur et la justice devaient primer. Et Aïssata Diallo venait de le prouver brillamment.